Un an après la disparition de la petite Estelle à Guermantes, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un enlèvement prémédité commis éventuellement par un prédateur, c'est-à-dire un pédophile, disent les spécialistes. Les familles des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA ont enfin obtenu un accord d'indemnisation. Chaque famille recevra $1 million. Une page est tournée permettant désormais de bonnes relations entre la France et la Libye. La polémique vient d'une étude américaine affirmant que la consommation du saumon d'élevage était potentiellement cancérigène. Tollé général des producteurs et des autorités sanitaires. Les États-Unis qui font ce soir plutôt amende honorable. George Bush sur la sellette. Un rapport accuse Washington d'avoir exagéré la menace supposée d'armes de destruction massive en Irak. Une centaine de pages et 6 mois de travail qui démontrent une présentation inexacte des arguments qui ont justifié l'entrée en guerre contre l'Irak. Johnny Hallyday démissionne de sa maison de disques. L'affaire passe devant les prud'hommes. Après 42 ans de collaboration, il divorce avec Universal Music. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, il y a un an, jour pour jour, disparaissait la petite Estelle à la sortie de l'école à Guermantes. Malgré l'importance des moyens déployés, l'enquête a peu progressé. Actuellement, la police privilégie l'hypothèse d'un enlèvement prémédité. Demain, en signe de solidarité, une marche silencieuse sera organisée, une façon d'accompagner la douleur des parents de la fillette. Yvan Martinet, Emmanuel Lambert. Qui a enlevé Estelle Mouzin ? Le ravisseur pourrait ressembler à ce portrait robot, celui d'un homme qui, à Guermantes, aurait importuné une amie d'Estelle 3 semaines avant la disparition. Au sein de la cellule chargée de l'enquête, une psychocriminologue, les Américains disent profiler. Avec les quelques indices recueillis, elle tente de cerner la psychologie de l'homme recherché. Quelqu'un qui fonctionne avec toute la perversion possible et inimaginable. Un récidiviste ? Par exemple. Ça peut être un récidiviste et vu que l'acte a été préparé, j'imagine que c'en est un. Car les enquêteurs en sont convaincus. Pas de traces, pas de témoins. Le ravisseur aurait méticuleusement préparé le rapt. Sa disparition s'est faite très brutalement, très rapidement, mais aussi très discrètement. C'est la raison pour laquelle nous avons tout émis depuis un certain nombre de temps l'hypothèse d'un enlèvement, d'une disparition imputable à un prédateur. Un prédateur qui court toujours. À Guermantes, pour les parents d'élèves, difficile de vivre avec cette ombre. On a peur pour nos propres enfants et on souhaite vivement que l'agresseur soit retrouvé. Quant aux parents d'Estelle, désormais, ils ne se font guère d'illusions. Ils veulent juste comprendre. Un an après, la probabilité de retrouver Estelle vivante est quasi nulle, c'est sûr. Mais retrouver Estelle, c'est savoir ce qui s'est passé et connaître la vérité. Demain, à Guermantes, à 11 h, une marche silencieuse sera organisée. 14 ans après l'attentat du DC-10 d'UTA, les familles des victimes ressentent ce soir un certain soulagement. Leur bataille était d'abord symbolique, faire reconnaître la responsabilité de la Libye. Au terme d'un parcours long et chaotique, souvent marqué par la déception, un accord final vient d'être signé et c'est une nouvelle page qui s'ouvre entre Paris et Tripoli. Christian Autat, Sophie Laurent. Une poignée de main pour sceller un accord que plus personne n'attendait. Le porte-parole des familles de victimes et le président de la Fondation Kadhafi peuvent être satisfaits. C'est l'aboutissement de 2 années d'intenses tractations. Chaque famille va recevoir $1 million, le prix pour tourner la page, même si des doutes subsistent encore sur les modalités de paiement. C'est vraiment la fin d'un grand calvaire. Ça ne remplacera jamais les personnes disparues, mais au moins nous avons retrouvé notre honneur et maintenant nous pouvons faire notre deuil. Mais cet accord ne fait pas l'unanimité. Une dizaine de familles congolaises rejettent cette indemnisation qui sacrifie selon elles à la raison d'État. En effet, la Libye continue de nier une quelconque responsabilité dans l'attentat du DC-10. En septembre 89, 170 personnes, dont 54 Français, avaient trouvé la mort au-dessus du Niger. 10 ans plus tard, la France condamnait par contumace 6 ressortissants libyens, accusés d'être les commanditaires de cet attentat. Les $170 millions que va verser Tripoli, c'est le prix à payer pour son retour sur la scène internationale. Aujourd'hui, tapis rouge pour le ministre des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. L'ensemble de notre relation entre la France et la Libye va donc bénéficier d'une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre
Pour le diplomate libyen, le dénouement de l'affaire UTA, qualifié d'accident douloureux, doit permettre de relancer les relations bilatérales. Et comme pour illustrer la volonté des deux camps de renouer le dialogue, le représentant du colonel Kadhafi a aussi été reçu ce soir par le président Chirac à l'Élysée. Au large de Sharm el-Sheikh, les recherches se poursuivent pour retrouver les boîtes noires de l'appareil. Vous le savez, de nouveaux robots sont attendus sur place. Un navire affrété par la société Comex fait route vers l'Égypte, avec à son bord le robot Super Achille, capable de descendre à 1000 mètres de profondeur. Un engin d'intervention sous-marin ultra performant. Il est accompagné par le Romera 2000, un petit submersible pouvant emmener 2 hommes pendant une dizaine d'heures par 600 mètres de fond. Par ailleurs, un autre robot, le Scorpion, est actuellement embarqué à bord d'un avion russe qui devrait décoller de la base militaire d'Istre demain matin. Le déploiement de ces nouveaux moyens plus puissants, attendus donc dans les jours qui viennent sur zone, donne de sérieuses chances pour récupérer les fameuses boîtes noires qui continuent d'émettre. Aujourd'hui, les recherches se sont donc poursuivies en mer Rouge. Sur place, Thierry Curtet, Emmanuel Beck. Ce bip, bip émis par les boîtes noires, ils vont le surveiller en permanence. Jusqu'à l'arrivée des robots de grande profondeur, les plongeurs vont vérifier tous les jours si les émetteurs ne faiblissent pas, s'ils ne dérivent pas. À ces profondeurs, 743 mètres, le signal est ténu. Le système d'écoute présent est au maximum de ses performances. Lors de notre première recherche, la zone des débris s'étendait sur 2 km par 700 mètres de large. Donc si vous voulez avoir réduit la position des 2 boîtes noires à 2 petites pastilles de 200 mètres de rayon, c'est vraiment minime. Et cette zone d'incertitude ne se resserrera plus. Mais les militaires s'inquiètent des chocs éventuels reçus par les émetteurs ou par l'état de charge de leurs batteries. Celles-ci doivent normalement fonctionner au moins 30 jours. Ils souhaitent donc que les robots entrent le plus rapidement possible en action. Il leur faudra ensuite 48 heures pour couvrir l'ensemble de la surface cernée. Les 2 robots de grande profondeur ne seront sur zone que lundi ou mardi, mais il faudra ensuite cartographier les fonds pour tenter de récupérer le plus d'éléments de l'avion possible. La sécurité aérienne a été largement évoquée ces derniers jours, et en particulier celle qui concerne les charters. Ce matin, à Orly, la Direction générale de l'aviation civile a procédé à un contrôle surprise, une opération de vérification inopinée, comme il s'en pratique régulièrement. Mais cette fois-ci, nos équipes ont pu suivre le déroulement de cette inspection. Yann Franti. C'est un contrôle surprise comme il y en a près de 3000 par an. Sur le tarmac, un Airbus A320 d'une compagnie charter. L'inspection commence par l'extérieur, par les pièces les plus visibles. Ce qu'on vérifie surtout, c'est l'état des pneumatiques. On est amené assez souvent à en faire changer. Bon, là, vous avez des pneus qui sont quasiment en état neuf, avec des gorges qui sont parfaitement apparentes. Sur un pneu d'avion, on peut aller jusqu'à disparition quasiment complète des gorges. Et c'est en général le critère de changement du pneu. Train d'atterrissage, fuselage, réacteur, tout est conforme. Pas question pour autant de bâcler le travail, le moindre détail peut avoir son importance. Une simple goutte, et ce pourrait être une fuite. Cette fois, rien à signaler. Vient ensuite le cockpit, l'un des endroits les plus sensibles. Là aussi, rien n'est laissé au hasard. Il y a un peu de délamination aussi là, mon frère, ça doit être... Ça serait signalé. Aspect mécanique, mais aussi papier administratif. Même les documents de vol sont vérifiés. La visite aura duré moins de 20 minutes. Elle se termine dans la cabine passager. Pas moyen de s'attarder beaucoup plus. La principale contrainte, c'est le temps. Un des principes de nos contrôles, c'est de ne pas gêner l'exploitation. Donc nous devons nous adapter au temps d'escale de l'avion, et qui peut varier de 20 minutes à 3 heures. Donc nous devons nous adapter, choisir les systèmes de contrôle en fonction du temps disponible. Cet avion est en règle. Il pourra décoller et rejoindre Toulouse, puis Dakar au Sénégal. En France, seule une dizaine d'appareils sont immobilisés chaque année pour défauts graves, après avoir ainsi été inspectés. Sur le front de l'épidémie de légionellose qui touche le Pas-de-Calais, quelques nouvelles rassurantes. La DAS affirme que désormais l'épidémie est en phase très nette de régression. 62 personnes au total ont été touchées par cette bactérie. L'épidémie la plus importante à ce jour en France. À Lyon, un centre spécialisé unique dans son genre analyse les prélèvements pour identifier les différentes souches. Stéphanie Labrousse, Philippe Hivet. À chaque fois, les mêmes gestes d'experts. Mise en culture, identification, les prélèvements effectués sur les patients atteints de légionellose sont décryptés, tout comme ceux réalisés dans plusieurs sites du Pas-de-Calais.
Les souches sont ensuite comparées. Parce que ce sont des manips très longues, il faut donc liser, isoler la bactérie, la liser et ensuite la digérer. Donc ça prend 4 jours d'affilée. Avant de comparer les résultats, le moindre prélèvement nécessite une bonne semaine d'identification. La Legionella est une bactérie difficile à isoler. Il en existe 49 au profil différent. Voici la Legionella pneumophila de type 1, celle qui sévit dans le Pas-de-Calais. On compare les profils chromosomiques des souches isolées des malades, profils chromosomiques comparés avec les souches de la tour Noroxo et les profils chromosomiques des souches de la station de lavage. Et comme on peut le voir, là et là, nous avons le même profil chromosomique qui veut dire même source de contamination. Pour l'heure, 14 patients présentent la même souche de bactéries que celle issue de l'usine pétrochimique. De nouveaux prélèvements sont en cours d'analyse. Sans vouloir préjuger de l'avenir, ces spécialistes se veulent optimistes. Moi, je serais plutôt rassurant, on peut toujours se tromper, mais en termes d'épidémiologie, je crois qu'on va vers l'extinction de l'épidémie. Dans le Pas-de-Calais, 62 personnes ont été touchées par la bactérie, 7 en sont mortes. La plus importante épidémie de légionellose jamais vécue en France. Et puis à Roissy, Charles de Gaulle et à Orly, des taux de légionellose supérieurs aux normes ont été détectés, mais pas de risque pour la santé, selon les autorités. Les installations mises en cause ont été fermées à titre préventif. Ces installations ne concernaient pas le grand public. Tollé général après la publication d'une étude américaine mettant en cause les consommateurs que nous sommes contre le saumon d'élevage potentiellement cancérigène, même à petite dose. La polémique devrait s'apaiser ce soir après la protestation des pays producteurs et des autorités sanitaires européennes. Les États-Unis eux-mêmes font marche arrière. Laurence de Cherf, Daniel Lévy. Saumon sauvage, saumon d'élevage, à première vue, pas vraiment de différence. Pourtant, une étude américaine sur 700 morceaux achetés dans le monde entier révèle une forte concentration de polluants toxiques dans le saumon d'élevage. Ils sont responsables de cancers, de troubles du développement intellectuel chez l'enfant et ils altèrent les systèmes hormonaux. Les élevages les plus contaminés seraient situés en Écosse, dans les îles Féroé, au Danemark et au Canada. Le taux maximal admissible est de 40 nanogrammes de ces polluants par gramme de saumon. L'étude américaine en révèle 38 dans le saumon acheté en France, mais une étude française récente n'en trouve que 13. Malgré cela, les Américains recommandent aux Européens de ne pas en manger plus d'une portion de 227 grammes par mois. Une aberration pour la communauté scientifique et pour les autorités sanitaires, même américaines. Je suis un peu réservé sur l'exploitation des résultats qui tente à montrer clairement que les poissons d'élevage nord-américains sont beaucoup plus sains que les poissons d'élevage européens. Il n'y a pas lieu aujourd'hui de recommander la restriction de la consommation de poissons. Le saumon d'élevage, c'est 10% du poisson vendu en France, soit 2 kilos par an et par habitant. C'est la première espèce consommée. Son alimentation, de la farine de petits poissons qui serait la source de la contamination. Ici, dans le seul élevage français, on sélectionne la nourriture de ces saumons haut de gamme. C'est dans les gras où les toxines sont stockées et c'est important de limiter le contenu des gras dans la nourriture pour avoir un saumon plus maigre. Premier producteur de saumon sauvage avec plus de 300 000 tonnes, les États-Unis visent le marché européen. Selon les contacts qu'on a dans l'industrie et aussi dans les autres pays, on sait que c'est surtout premier trimestre, semestre de 2004, ils vont essayer de pénétrer le marché. Cette étude, qui vante les vertus du saumon sauvage américain, semble donc tomber à point. Les communications téléphoniques pourraient être comptées à la seconde dès le début de l'appel. En tout cas, les députés unanimement ont voté ce nouveau principe de tarification. Les usagers sont satisfaits, mais c'est un manque à gagner certain pour les opérateurs. François Baudonnet, Elisabeth Esley. Allô? Oui, j'arrive dans 5 minutes. D'accord, ok, tout de suite. Salut. Durée de l'appel 5 secondes, durée décomptée 1 minute. Sur les téléphones mobiles ou sur les fixes, les communications sont encore souvent facturées plus cher que leur durée réelle. En cause, le créditant. Dès la première seconde, ce sont en fait 20, 40 ou 60 secondes qui sont facturées. Or en France, 60% des appels durent moins d'1 minute. C'est donc ce système que les députés ont décidé d'abolir à la satisfaction des consommateurs. Ce serait très pratique, ce serait même très bien parce qu'on utilise déjà, on paye beaucoup plus que ce qu'on utilise, donc c'est pas normal. Ce serait excellent, on ferait beaucoup d'économies. Le consommateur pourra connaître le prix réel de ses communications. Car aujourd'hui,
lorsque vous voyez sur une publicité un prix à la minute, il faut se dire que ce n'est pas le bon, il est faux. Avec le décompte du temps à la seconde, eh bien le prix que vous verrez affiché sera le prix réel. S'ils y sont contraints, les opérateurs de téléphonie vont donc systématiser la facturation dès la première seconde. Mais bien sûr, ils répercuteront ailleurs le manque à gagner. Il est illusoire de penser que prendre un appel, de faire passer un appel, que ce soit de quelques secondes ou d'une minute, ne coûte pas de l'argent. Derrière, vous avez des coûts de services informatiques, des coûts de réseau, des coûts de maintenance, et tout ça, dans la réalité économique d'une entreprise, ça a un coût. L'amendement sur la tarification à la seconde a été adopté hier à l'unanimité à l'Assemblée. Mais le gouvernement est contre. Il estime que c'est une ingérence dans la politique commerciale des opérateurs. Accident mortel sur l'autoroute A10. Le conducteur roulait à contresens. Il a parcouru ainsi plusieurs kilomètres. 2 personnes ont été tuées, 2 autres blessées la nuit dernière. Au total, la collision a concerné 3 voitures. Le chauffeur a été tué sur le coup. Sur le périphérique parisien, c'est à partir de ce soir minuit qu'entreront en action des radars automatiques, un dispositif qui flash les plaques minéralogiques des véhicules, mais pas toujours des motos. Les explications, Julia Delage. Encore inoffensif pour quelques heures seulement. Ce soir à minuit, 2 radars comme celui-ci seront mis en service au sud et au nord du périphérique parisien. Dépourvus de plaques d'immatriculation à l'avant, les motards espéraient peut-être échapper au système. Pas de chance. Certains radars flasheront aussi l'arrière des véhicules trop rapides. Une tolérance zéro que les conducteurs ont fini par accepter. Quand on se les prend, on n'est jamais content, mais globalement, oui, c'est pas idiot. Si on peut ne pas mourir, c'est pas trop con. Oui, c'est une bonne chose, de toute façon. En roulant tranquillement, tout se passe bien. Non, je trouve pas que c'est une bonne chose en tout cas, mais même pour les voitures, c'est pas une bonne chose. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez des combines, vous, pour échapper au radar? Je respecte les limitations. Autodiscipline ou peur du gendarme, les Parisiens ont levé le pied cette année. Conséquence, un record historique. En 2003, personne n'est mort sur le périphérique. Et pourtant, dès demain, à 85 km/h, ce sera l'amende. Une vitesse qui tombera à 65 km/h en cas de pic de pollution. La répression ne faiblit pas, même si quelques adaptations sont envisagées. Peut-être au milieu d'une nuit, quand il ne pleut pas, qu'il fait beau temps, qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, 90 pourrait être imaginable. Bon, on va réfléchir à tout ça. Moi, je n'ai pas d'idée préconçue. Je veux regarder d'abord comment réagissent les automobilistes après l'installation des radars. Après la porte Brancion et la porte de Pantin ce soir, 3 autres radars seront mis en service dans quelques semaines, porte de Clichy, d'Ivry et de Passy. Enfin, au moins 3 autres radars devraient être installés dans les mois à venir. À partir de dimanche, augmentation de 3 centimes d'euros par litre de gazole. Près de 12 millions de voitures diesel sont concernées en France. Il s'agit de la répercussion de la hausse de la taxe intérieure sur les produits pétroliers annoncée en septembre dernier par le gouvernement. Une élève qui refusait d'enlever son foulard qui lui recouvrait la tête et la poitrine dans certains cours a été exclue du collège de Montréal-Lacluse dans l'Ain, et ce pour raison de sécurité. La direction de l'établissement avait demandé à la jeune Marocaine âgée de 13 ans de remplacer son foulard par un bonnet lors des cours d'éducation physique. Après un avertissement et un jour d'exclusion, le conseil de discipline du collège a donc décidé de la renvoyer. Le projet de loi sur la laïcité est actuellement examiné par le Conseil d'État à titre consultatif. Jacques Chirac, vous le savez, a redit toute sa détermination à interdire tout signe ostensible religieux à l'école. L'occasion de s'intéresser à la façon dont les différents recteurs d'académie comptent mettre en application la loi dès qu'elle sera votée. Claude Poznianski, Jean-Louis Menat. Le Conseil d'État n'a pas encore rendu son avis que déjà les recteurs expliquent à leur chef d'établissement la nouvelle loi sur la laïcité. Le souci de disposer d'éléments plus clairs que ceux qui pouvaient résulter des dispositions antérieures. À Créteil, cet après-midi, les proviseurs se sentaient un peu soulagés. L'école, le collège et les lycées. Il y aura toujours une certaine angoisse sur ces sujets. Je crois que se le cacher serait vraiment se tromper. Mais en même temps, ce cadre de la loi nous fixe un cadre, un objectif. Et grâce à lui, si vous voulez, nous allons pouvoir entre nous mieux définir ce que va être notre politique à venir. Bien que le texte n'ait pas encore été voté, le recteur de Créteil en tire des directives précises. Toute forme de foulard apparaît évidemment comme mettant en avant d'abord
un particularisme religieux qui, de ce point de vue-là, peut être toléré en dehors de l'école, mais qui ne peut plus l'être à l'intérieur de l'espace public scolaire. Sur le terrain, les élèves, eux aussi, semblent avoir compris les termes de la loi. À partir du moment où c'est dans la cour, ça me dérange pas, je trouve que ça dérange personne, chacun fait ce qu'il veut dans la cour. Mais arrivé en classe, il faut que le professeur il puisse voir un petit peu plus la personne, donc si c'est un peu trop dans l'excès, là c'est sûr que c'est un peu plus dérangeant, mais sinon... Le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres le 28 janvier. À Vénissieux, le maire de la ville demande la fermeture des lieux de prière dans les immeubles. En début de semaine, 7 personnes ont été interpellées dans la région concernant une enquête sur des filières islamistes. Parmi les personnes toujours placées en garde à vue, un imam, Benoît Gadret et Thierry Simonet. Depuis 4 jours maintenant, l'hôtel de police de Lyon est sous haute surveillance. Depuis l'interpellation par la DST de 7 personnes entendues dans le cadre d'une enquête sur des réseaux islamistes sur la filière dite tchétchène. Principale cible du juge Bruguère, Chelali Ben Chelali. Il a été arrêté avec sa femme et son fils. 2 autres de ses enfants sont incarcérés. Mourad, un des détenus français de Guantanamo, et Ménad, soupçonné d'avoir préparé un attentat contre l'ambassade de Russie à Paris. Chelali Ben Chelali est imam dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux. Il prêche dans une petite mosquée comme celle-ci au bas d'une tour. Un de ces lieux de prière que le maire de Vénissieux voudrait voir disparaître. Aujourd'hui, la pratique de l'islam se fait dans des lieux où la porte est ouverte à tout l'obscurantisme, à tout ce que l'on veut. Donc si l'on veut combattre un islam radical et politique, il faut que les musulmans et les jeunes en particulier de France issus de l'immigration qui pratiquent l'islam, ils aient des lieux de dignité et de reconnaissance comme les autres religions dans ce pays. Il existe 6 salles de prière aux Minguettes. La mosquée principale a élu domicile dans cet ancien local syndical, bien trop petit. Rassurons les Français, ce ne sont pas dans les mosquées qu'il y a un prêche, qu'on va dire radical. C'est totalement faux. Ce sont des fantasmes, c'est tout. C'est où alors? Je ne sais pas, mais pas dans les mosquées, ça je peux vous l'assurer. Demain, un rassemblement aura lieu aux Minguettes. Les organisateurs veulent dénoncer les méthodes qualifiées de musclées utilisées par la police lors des arrestations. La traditionnelle semaine des vœux du chef de l'État, avec aujourd'hui les vœux à la presse, Jacques Chirac a redit sa confiance dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, demandant aux électeurs de voter en nombre dans un esprit de responsabilité aux prochaines élections régionales. Au passage, Jacques Chirac a affirmé n'avoir pas l'ombre d'un problème avec Nicolas Sarkozy, faisant taire ainsi les rumeurs de tension entre le président de la République et le ministre de l'Intérieur. L'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le Premier ministre accompagné du ministre de la Justice assistait à cette cérémonie. Déclaration plutôt rassurante du premier président de la Cour de cassation qui considère que la haute juridiction, grâce à de nombreux efforts, est sur la voie du redressement. Le nombre de dossiers stockés est en diminution, diminution également des délais de jugement qui dépassaient les 2 ans en moyenne avant 2002. Le gouvernement a décidé d'assouplir les différentes procédures pour ces marchés publics, une réforme destinée à alléger, simplifier avec comme but améliorer les coûts et les délais. Explication Olivier Caroff et Rémi Poissonnier. Un gros chantier près de Paris, la nouvelle aile d'un hôpital. C'est un marché privé. L'architecte qui l'a obtenu travaille aussi avec le secteur public, État ou collectivité. Pour lui, la grande différence entre les deux, c'est la rapidité des procédures. Lorsqu'il veut remporter un marché public, il sait qu'il devra être extrêmement patient. C'est un projet qui va se dérouler en études sur 3 ans. On va travailler 1 an, objectivement, et on va passer 2 ans à attendre des accords administratifs sur notre projet. Gagner du temps, c'est le but affiché de la réforme des marchés publics. Jusqu'à présent, la loi laissait les élus choisir librement une entreprise pour les petits marchés, moins de 90 000 €. Au-dessus, c'était l'appel d'offres, procédure lourde, très contrôlée. À partir de demain, tout change. Le choix est entièrement libre jusqu'à 230 000 €. Au-dessus, l'appel d'offres n'est plus obligatoire. Les élus peuvent lui préférer un simple dialogue avec quelques candidats. On rendra à nos ingénieurs, à nos fonctionnaires, aux élus, le droit de négocier. Pour l'instant, c'était comme au bingo, quoi. On finissait par prendre celui qui remplissait le mieux les cases de l'appel d'offres. Vision un peu idyllique, selon les petits patrons d'entreprises du bâtiment. On peut estimer que le 3/4 des élus joueront le jeu.
Mais ici ou là, on pourrait avoir des dérapages et on pourrait justement avoir la politique des copains. Ce risque n'est pas nouveau, mais avec la fin des appels d'offres, où le moindre détail était écrit, le copinage sera beaucoup plus difficile à prouver. En Irak, l'explosion d'une bombe à la fin des prières du vendredi à Bakuba devant une mosquée chiite a tué 6 personnes. Plusieurs dizaines d'autres sont blessés. Cette ville située au centre du pays oppose une forte résistance aux forces américaines. Après le calme très relatif de ces derniers jours, nouveau regain de tension donc. Et puis à Bagdad, c'est un hôtel qui a été attaqué au lance-roquettes après la chute d'un hélicoptère américain près de Falloujah. Aux États-Unis, un rapport particulièrement accusateur met en cause la Maison-Blanche. Les informations concernant la menace d'armes de destruction massive en Irak ont été amplifiées, déformées, exagérées. 6 mois de travail et une centaine de pages qui confondent les responsables de l'administration de George Bush. Correspondance Pascal Golemer. George Bush accusant Saddam Hussein de posséder des armes de destruction massive. Le discours date d'il y a 1 an. Les photos, ce sont celles des soldats tués en Irak. Et le message, c'est que le président a menti et qu'ils sont morts. Un clip réalisé par des opposants à la Maison-Blanche. Des opposants qui ne décolèrent pas en constatant que plusieurs mois après la guerre, les militaires n'ont toujours pas trouvé la moindre trace de cette soi-disant menace. D'ailleurs, l'homme chargé des recherches, David Kay, rendra son tablier dans quelques jours et 400 techniciens américains qui menaient l'enquête sur place ont déjà plié bagages. Hier, à Washington, ce ne sont pas des militants anti-Bush, mais les membres d'un très sérieux centre de recherche qui ont livré leurs conclusions. Ce que nous avons trouvé après une étude approfondie, c'est que tout ce qui a été dit et écrit par les services de renseignement à ce sujet était une déformation de la réalité. C'est dit en termes choisis, mais il semble donc bien que les propos tenus notamment par Colin Powell aux Nations Unies, avec photos satellites et croquis, ne s'appuyaient sur pas grand-chose. Selon les journalistes du Washington Post, le supposé arsenal irakien n'existait de toute façon que sur le papier. Les scientifiques racontent aujourd'hui qu'aucun programme sérieux n'avait été développé depuis la première guerre du Golfe. Colin Powell persiste et signe pourtant. Hier, il s'est dit confiant. George Bush, lui, regarde simplement les sondages. Une majorité des Américains estime que la guerre en Irak était justifiée, avec ou sans armes de destruction massive. Les États-Unis qui déclarent officiellement Saddam Hussein prisonnier de guerre. On attendait cette clarification sur le statut de celui qui a été capturé le 13 décembre dernier. L'ancien dictateur bénéficie donc des droits accordés par la Convention de Genève aux prisonniers de guerre. Les autorités américaines qui, par ailleurs, ont décidé de baisser le niveau de l'alerte terroriste d'un cran après une alerte maximum durant la période des fêtes. Loin des affaires terroristes, George Bush décide de relancer le programme de conquête spatiale avec des missions habitées vers la Lune et pourquoi pas vers Mars. La NASA reprend du service. Personne ne dit aujourd'hui comment seront financées ces missions évaluées à plusieurs centaines de milliards de dollars. Nicolas Châteauneuf, Yann Moine. En 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune et pendant 3 ans, 11 hommes, tous américains, feront de même. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, l'humanité aimerait bien y retourner, mais cette fois-ci, pour y rester. Une ambition que prêtent les médias américains à l'administration Bush. Selon eux, le président des États-Unis s'apprête à relancer la conquête spatiale. 1 an après Columbia, la NASA, concurrencée par les Chinois et les Européens, se verrait fixer un nouvel objectif, installer sur la Lune d'ici 10 ans une base habitée en permanence. Au-delà du geste politique, l'intérêt est aussi scientifique. On a des échantillons depuis 6 sites de la face visible. Il serait extrêmement intéressant d'avoir des échantillons sur la face cachée, par exemple, et également à des endroits proches des pôles. Pour beaucoup, toutefois, ce retour sur la Lune ne saurait être qu'une étape dans un projet encore plus ambitieux, l'exploration humaine de notre voisine, Mars. Mais avant de voir les hommes s'installer sur la planète rouge, il y a encore du chemin. En 89, George Bush père avait lui aussi promis le voyage sur Mars, mais les réalités budgétaires l'avaient vite rattrapé. En France, la grogne des chercheurs du secteur public ne faiblit pas, malgré les déclarations optimistes du nouveau directeur du CNRS qui juge le budget de la recherche confortable. Les scientifiques ont lancé une pétition sur Internet contre le démantèlement de la recherche publique.
Quand on reparle des méfaits de la canicule de l'été dernier, la sécheresse pourrait retarder la cicatrisation des forêts françaises. Touchées par les tempêtes de 1999, les forestiers attendent avec une certaine inquiétude l'arrivée du printemps. Florence Mavic, Michel Vasseur. Le parc du château de Versailles, la tranquillité du lieu est trompeuse. Sous l'écorce des arbres couve un drame. Voilà le symptôme qui va malheureusement apparaître dès le printemps 2004, une petite fente dans l'écorce qui semble totalement insignifiante. Insignifiante pour le commun des mortels, mais fort préoccupante pour le jardinier en chef du domaine. Car cette fissure va se transformer en une plaie béante, comme sur ce tilleul qui garde en lui le souvenir cuisant d'un gros coup de chaleur en 96. Peu à peu, l'arbre va perdre son écorce. Cette écorce qui a un rôle protecteur sur les jeunes tissus du bois prend un coup de soleil. Cette brûlure provoque une fissure de cette écorce qui ne protège plus le bois et malheureusement donc l'arbre va dépérir très rapidement. Tilleuls, marronniers ou modestes buis, ils seront probablement des centaines à ne pas renaître, asphyxiés par la canicule. À des centaines de kilomètres de là, la forêt des Vosges doit aussi se remettre d'un stress important. Dans cette plantation que nous avions visitée cet automne, le soleil avait littéralement grillé les nouvelles pousses. On a ici des jeunes hêtres qui ont quelques années et qui ont beaucoup souffert de la sécheresse parce qu'ils ont un système racinaire qui est encore très peu développé. Ces temps-ci, forestiers et jardiniers ont souvent le nez en l'air, guettant les humeurs du ciel. Si le printemps est sec, nous risquons effectivement d'avoir une accélération des conséquences de la canicule et des dégâts très importants. Et dans le sud, ce sont plus de 60 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée. Mais la nature finit toujours par reprendre le dessus. Ces noires collines reverdiront un jour. Une page consommation depuis mercredi à Paris et dans la plupart des départements, c'est la chasse aux soldes, la chasse aux bonnes affaires. Jean-Jacques Dufour et Sébastien Maloiseau ont suivi les filles pendant les soldes pour connaître les tendances du prêt-à-porter. En tout cas, il ne faut pas acheter idiot. Oh, et si j'étais riche. Si l'on doit mesurer l'importance d'un événement au nombre de journalistes entourant un secrétaire d'État, en l'occurrence celui du commerce, l'ouverture des soldes est une affaire capitale. Parce que la période des soldes, c'est la seule période pendant laquelle on peut vendre à perte. Et des magasins qui vendent à perte, ça attire forcément la foule. Sur le premier jour des soldes, comme aujourd'hui, on peut accueillir jusqu'à 80 000 personnes, voire plus, dans la journée. Et en tout, on aura pas loin de 2 millions de visiteurs sur la période des soldes. Rayon chaussures, c'est la ruée. Et comme l'occasion fait le larron, j'en aurais bien acheté à mon épouse. Oui, mais voilà, que choisir? Si elle est vraiment tendance et fashion victime, il faut plus se diriger vers des bottes un peu plus style Santiago, petit talon carré, c'est ce qui reprend. Je pense que la Santiago va revenir à la mode, oui. Des pompes, les Français en achètent 320 millions de paires par an. Pour le reste, autrement dit les fringues, c'est encore plus dingue. Ce sont les 15-25 ans qui dopent le marché. Il faut dire que les jeunes adorent se saper. Victime de la mode, tel est son nom de code. On vient de le traiter de ce chèque de victime ce matin, justement. C'est grave, docteur? Heureusement, elle travaille bien à l'école, donc l'un compense l'autre. C'est quoi les tendances en ce moment pour les jeunes? En ce moment, c'est un peu la fourrure et tout ça, mais moi, j'aime pas trop. La fourrure à la mode. Songez quand même qu'il y a 10 ans, Naomi Campbell posait nue en déclarant plutôt à poil qu'en fourrure. Décidément, la mode, c'est comme le reste, un éternel recommencement. Les jeunes maintenant aiment la fourrure. Et nous nous adaptons, c'est-à-dire que nous réinventons la fourrure. À propos de choses câlines, j'évoquerai les ristournes qui mettent le manteau d'hermine à 6 500 €, mais aussi la lingerie. Elle est au top, les dessous ont pris le dessus. Le string justement fait partie du concept de sous-dessus parce que maintenant il se montre. Et le string devient vraiment un élément de la garde-robe qui se porte dessus. Pour leurs sous-vêtements, les Françaises dépensent 2,5 milliards d'euros par an. Il paraît que le string est très à la mode. Le string est très à la mode. Même pour les jeunes filles. Oui. Mais il paraît que même des jeunes filles de 12-14 ans l'achètent maintenant. Non mais ça c'est des pétasses. Non ça existe mais c'est absolument ingérable. Je suis pas du tout pour quoi. Bon, calmons-nous et pénétrons dans un établissement qui a décidé de ne rien solder. Et oui, il y en a. Que ce soit en solde ou pas, ça vous dérange pas, vous? Non, vraiment pas. C'est comme Picasso disait, il faut pas chercher, on trouve automatiquement. Voilà. Oh, et si j'étais riche. Après cette remarque cubiste, voire surréaliste, la conclusion s'impose d'elle-même. Quand on est très aisé, on ne coupe pas les rabais.
L'actualité sportive, le Paris-Dakar a été neutralisé cet après-midi pour raison de sécurité. Les étapes qui devaient se dérouler samedi et dimanche prochain au Mali et au Burkina Faso seront annulées. Julien Bourbeau. Un 26e Dakar sous haute surveillance. Sauf que demain, l'organisation ne veut prendre aucun risque. L'étape a donc été annulée car Patrick Zaniroli a reçu des informations. Des bandes armées se seraient massées au Mali. Toute cette zone du Nord Mali, sud Algérie, Nord Mali, etc., où sont ces bandes à l'année, c'est un peu le Far West. Des tas de gens qui se revendiquent de tas de causes. Je crois que c'est essentiellement du grand banditisme, sauf que c'est au milieu du désert. Des organisateurs que Michel Elio-Marie avait prévenus lors de sa visite au Mali le 30 décembre dernier. Côté concurrent, chez les purs et durs, la décision est plutôt mal prise. Quand on va dire aux enfants, jusque-là ils pouvaient être fiers de leurs parents et de leur père, et puis là d'un seul coup on va leur dire, oh, bah, finalement on a fait le Dakar, mais on a fait aussi ça et ça en avion, ils vont rigoler quoi. Une étape annulée comme en 2000. Un pont aérien total avait été organisé pour éviter Agadez au Niger. Aujourd'hui, les concurrents étaient bien loin de ces considérations. Massioka a terminé premier et chez les motards, Cyril Després n'a pas profité des paysages. Le numéro 2 a doublé tout le monde et fini en tête. Pour les leaders comme pour les amateurs, pas de course demain. Mais une liaison de 900 km à destination de Bamako, la capitale du Mali. Les voitures iront par la route. Quant aux motos, c'est dans cet avion qu'elles seront transférées. Une journée de repos forcée et ce ne sont pas les concurrents qui s'en plaindront. Du ski avec demain aux Ouches, un des favoris français de la descente. Il s'appelle Antoine Deneria. C'est l'un des seuls skieurs au monde à pouvoir rivaliser avec les Autrichiens dans cette discipline. Son portrait, Nathanaël de Rinxin-Gijaquier. Depuis quelque temps, Antoine Deneria fait de drôles de rêves. Des rêves de courbes parfaites, des rêves de vitesse, des rêves de victoire. Depuis le mois de décembre et son succès à Val Gardena, Antoine Deneria est sur son petit nuage. Il veut tout gagner. C'est ma 8e saison sur le circuit, donc je commence à connaître pas mal de choses, à savoir comment je fonctionne et tout ça fait qu'à 27 ans, j'arrive maintenant à gagner des courses. Aux Ouches, chaque portion de la piste est rigoureusement étudiée. Malgré les problèmes rencontrés par la fédération française, les bons résultats d'Antoine motivent tous les membres de l'équipe. Avec les Français, le ski devient un sport collectif. Aux quatre coins de la piste, les entraîneurs jouent les répétiteurs et mettent en garde les skieurs sur les pièges de la descente. Il faut avoir une bonne mémoire pour se rappeler tous les passages, ça c'est sûr. C'est un sport qui se gagne aussi dans la tête et ça commence à la reconnaissance. Antoine Deneria est ce qu'il est convenu d'appeler un beau bébé. 1m89, une centaine de kilos, il passe plus de temps à travailler son corps qu'à améliorer son ski. Paradoxalement, le secret de ses victoires ne réside pas que dans ses jambes. Le meilleur atout d'Antoine est enfermé dans ce petit chalet. Pascal est un spécialiste de la glisse. Il prépare des skis 15 heures par jour. Impossible de savoir ce qu'il étale sur les semelles. C'est top secret. La victoire est à ce prix. Je pense que c'est d'abord le coureur qui fait la différence. Et puis nous, on intervient à moindre niveau quand même. Mais c'est essentiellement eux. Si moi je prends sa paire de skis, je ne gagnerai pas. Aux Ouches, la nouvelle star du ski français étrenne sa popularité. Autographes, photos, tout le monde veut voir de près ce Français qui rêve de victoire et rivalise avec les Autrichiens, les meilleurs skieurs du monde. Johnny Hallyday démissionne de sa maison de disques. L'affaire passe devant les prud'hommes. Après 42 ans de collaboration, la star divorce avec Universal Music. Christophe Hérault. Une colère de rocker, un coup de poker financier, une bombe dans le milieu du disque, Johnny Hallyday l'a fait. Par communiqué, il annonce son départ d'Universal. Je vous confirme que j'ai effectivement donné ma démission le 5 janvier dernier à M. Pascal Nègre. Une bagarre de titans peut commencer. À gauche, Pascal Nègre, patron de la première maison de disques française. À droite, Johnny, 40 ans de carrière, 80 millions d'albums vendus, un trésor de guerre. 5% du chiffre d'affaires d'Universal France proviendrait de la production Hallyday, un divorce qui va coûter une fortune. Johnny Hallyday, c'est quelqu'un qui rapporte beaucoup d'argent à sa maison de disques, beaucoup d'argent à lui-même également. Et il est évident que pour Universal, c'était difficile d'avoir une plus mauvaise nouvelle que celle de la démission de Johnny Hallyday. Pourquoi Johnny Hallyday quitte-t-il Universal? Les réponses viendront quand les intéressés le diront. Mais dans le milieu, parfois, on s'inquiète pour son avenir. Johnny, s'il quitte Universal, s'il monte sa propre maison de disques, c'est trop de boulot, enfin, c'est inimaginable le boulot, surtout à l'âge de 60 ans, malgré la verdure de Johnny. S'il va dans une autre maison de disques,
Il n'obtiendra pas ce qu'obtiennent les grands footballeurs français. Il n'y a pas tant d'argent que ça en ce moment dans les maisons de disques. Sa démission pose des questions. Johnny est-il sous influence? Pascal Nègre va-t-il négocier? Johnny a-t-il déjà signé ailleurs? Une chose est sûre, dans un monde du disque en difficulté, l'affaire Johnny Universal est un coup de tonnerre. Un autre rocker vedette des années 60, Dick Rivers, fait ses premiers pas sur scène au théâtre dans Les Paravents de Jean Genet, Claude Crespo, Jean-Louis Melin. Mais nom de Dieu, un soldat doit être poilu et beau. Preston, mes jumelles. Poilu et beau, n'oubliez pas. Bon guerrier, guerrier brave, sans doute. Mais d'abord, beau. Dans une Algérie où s'agitent colons et travailleurs arabes, Dick Rivers interprète le rôle d'un lieutenant de l'armée française assez ambigu. Il ne connaissait pas Jean Genet, le poète l'a fasciné. Ce qui m'a séduit, c'est que finalement c'est un personnage très rock'n'roll parce qu'il est rebelle, quelque part. Toute sa vie, ça a été une rébellion contre l'ordre établi. Tout d'un coup, j'ai reculé, mais je vais me ressaisir. Lors des événements d'Algérie, dans les années 60, Dick a 15 ans. C'est déjà une idole. Et c'est pour cette raison que le metteur en scène l'a choisi. Il est loin derrière, mon lieutenant. Pour lui, le lieutenant ressemblait à moi. C'était une sorte de général d'opérette, avec un look un peu western. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Cette pièce est une sorte de mosaïque, comme ça, de plein d'humanité, d'individualité, d'être, d'âme, comme ça. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai eu la sensation, en lisant Le Lieutenant, que je pouvais demander à Dick Rivers, à sa voix, à son chant, à son corps, de pouvoir faire partie de cette troupe. Vous, là-bas. Il n'y a plus d'eau, mon lieutenant. Pour vous raser la bouche ou arroser les géraniums peut-être, mais pour vous raser, il n'en restera toujours. Dans l'ensemble, Dick a séduit le public difficile de Chaillot. Moi j'y allais un peu sceptique, et il est vraiment très étonnant. Ouais. Moi je suis pas du tout dans les étiquettes, donc je dis convaincant. Toujours en Santiago et toujours les cheveux ailes de corbeau, le rocker n'a pas raté son rendez-vous avec le théâtre. On a appris le décès de Franck Thénault, journaliste célèbre, critique de jazz. Franck Thénault fut à l'origine, avec Daniel Philippaki, de la célèbre émission radiophonique Salut les copains au début des années 60. Franck Thénault était âgé de 78 ans. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, votre soirée polar, PJ et avocat associé. 0h50, le dernier journal Laurence Piquet. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente soirée sur France 2. On se quitte sur ces images d'escalade sur une cascade de glace dans la vallée de Fressinière dans les Alpes.